Bonjour, ici Daniel Darger, expert conseiller impartial en construction et rénovation, entrepreneur, médiateur et arbitre accrédité et conseiller en immobilier de chez Construction Daniel Darger. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de faut-il faire des travaux? Voyons premièrement quelle est votre situation. Avant de vendre ou d'acheter, vous avez reçu un rapport d'inspection en bâtiment, pour le moins alarmiste, suite à des fissures, affaissement de plancher, effritement, infiltration d'eau, efflorescence, lézardes et ventres de bœuf de maçonnerie, vieilles poutres et colonnes fissurées ou autres. Le rapport vous conseille une inspection plus approfondie et vous laisse sous-entendre qu'il faut faire des travaux correctifs importants et coûteux. Ou bien vous désirez vendre et ne pas être poursuivi pour vice caché. Ou votre agent immobilier vous dit qu'il sera difficile de vendre sans faire avant des travaux correctifs. Ou encore vous désirez acheter et ne pas être pris avec des problèmes, ou vous ne pouvez tout simplement pas obtenir de prêt bancaire dans le doute de travaux importants. Toujours à cause du rapport alarmiste. Ou encore vous voulez investir et faire des rénovations d'amélioration, design, optimisation sur un immeuble qui présente déjà des fissures, inclinaisons de plancher, infiltration, et vous désirez vous assurer que votre investissement va perdurer. Un entrepreneur, vos amis ou vos recherches sur Internet vous laissent croire qu'il faut absolument faire des travaux correctifs. Avant d'effectuer des travaux, avant d'appeler un entrepreneur et de demander des soumissions, avant de consulter un ingénieur ou un autre expert conseil, avant de vous inquiéter, attendez et écoutez bien cette vidéo. Afin de mieux discerner s'il faut absolument faire des travaux, posons-nous la question à savoir à laquelle des trois situations suivantes vous faites face. Premièrement, est-ce un cas d'urgence, de sinistre, d'insalubrité et de décontamination? Si oui, des travaux sont certainement nécessaires car l'immeuble est impropre à l'habitation. Deuxièmement, est-ce un cas de malfaçon, de vice caché ou de correction d'imperfection? Peut-être que oui. La décision de faire des travaux peut être subjective et selon l'appréciation de chacun si l'immeuble est encore habitable. Il faut voir s'il y a des normes du bâtiment en vigueur, des règles ou un contrat avec des exigences claires de qualité à respecter. Troisièmement, est-ce un cas volontaire de design, d'optimisation ou de réaménagement? Si c'est le cas, alors non, des travaux ne sont pas obligatoires car cela est à la suite d'un choix ou d'une initiative personnelle. On voit le caractère subjectif qui varie autant qu'il est clair dans la catégorie 1 d'urgence que oui, des travaux sont nécessaires et que dans la catégorie 3, non, des travaux ne sont pas obligatoires. En revanche, en 2, cela est plus nuancé et incertain. C'est alors que vous allez peut-être clarifier, préciser ou reformuler votre question, à savoir, au lieu de demander « faut-il faire des travaux ?», vous demanderez « qu'est-ce que vous en pensez? Si vous étiez à ma place, feriez-vous des travaux et lesquels? » Attention, c'est très subjectif. Avant d'aller plus loin, posons-nous la question à quel expert impartial demander conseil pour savoir s'il faut faire des travaux? Pour répondre à cette question, il faut premièrement connaître à quel type de bâtiment avons-nous affaire? Connaissez-vous la loi des ingénieurs et le code du bâtiment en vigueur? Quelles sont les règles et exigences de la municipalité? Une fois que cela est connu, posons-nous la question: a-t-on affaire à un immeuble de la partie 9 du Code du bâtiment, c'est-à-dire de 3 étages ou moins, ou de moins de 600 mètres carrés?
Si oui, sachez que depuis septembre 2020, selon la loi des ingénieurs, la partie 9 n'est pas réservée aux ingénieurs, à moins de cas spéciaux, et un consultant impartial est suffisant. Sinon, si l'immeuble est de plus de 3 étages ou de plus de 600 mètres carrés, alors un ingénieur est nécessaire. Ajoutons à cela que ce n'est pas parce que vous faites appel à un expert conseil d'expérience en bâtiment, ingénieur, architecte, technologue ou un inspecteur en bâtiment, que celui-ci peut voir dans le passé avec une boule de cristal les causes exactes des déficiences, ou voir à travers les murs, le plafond ou dans le sol. Quelquefois, des ouvertures de la démolition et ou des analyses de laboratoire peuvent être nécessaires. Donc, une limitation en récolte de l'information se traduit en limitation en termes d'analyse et de garantie. L'expert conseil impartial prendra premièrement soin d'être à l'écoute des besoins et attentes du client et de faire ses propres observations. Il est nécessaire de récolter toutes les informations non seulement techniques sur le bâtiment, mais aussi de prendre conscience du contexte émotif et relationnel qui peut impliquer plusieurs parties. Une fois toutes les informations obtenues, l'expert conseil pourra analyser, expliquer et vulgariser l'information afin de présenter au client différentes pistes ou options de solutions. Le client choisira alors une des options proposées. Quelquefois, cela se limitera à quelques recommandations verbales ou bien il sera nécessaire de produire un devis et des plans complets. Finalement, c'est à ce moment que le client déterminera si des travaux sont nécessaires ou bien si seulement un monitoring est suffisant. L'expert conseil est idéalement une personne d'expérience qui fait preuve de jugement et de bon sens, mais également avec un respect humain, agissant quelquefois comme expert technique, médiateur, facilitateur et conciliateur. Revenons maintenant à la question: faut-il faire des travaux? Si on a déjà déterminé que oui, car il s'agit d'une urgence, voici les questions adjacentes à se poser. Est-ce un cas de démolition et de reconstruction complète ou partielle? À quels experts recourir pour faire les travaux? Architecte, ingénieur, entrepreneur ou soi-même? Des documents sont-ils nécessaires? Quelles sont les implications en termes de coûts, délais et responsabilités? Est-ce un cas de recours en justice et de poursuite? Doit-on contacter ses assurances, un avocat? Si oui, avez-vous envisagé la médiation et l'arbitrage afin d'éviter les tribunaux? Si vous faites plutôt face à une situation de malfaçon, vice caché, afin de répondre à votre question « Faut-il faire des travaux?», posez-vous les questions adjacentes suivantes. L'immeuble a-t-il été construit à une époque sous un code de bâtiment et lequel? L'immeuble est-il encore sous garantie? Pensez-vous engager des poursuites et avez-vous évalué ce que cela implique? Si oui, comme alternative, connaissez-vous les modes PRD, la médiation et l'arbitrage? Pensez-vous que seul un ingénieur peut statuer sur votre situation? Connaissez-vous la loi des ingénieurs en référence à la partie 9 du Code du bâtiment? Est-il possible d'effectuer de la démolition afin d'investiguer et à quel prix? Quel est votre seuil subjectif d'acceptabilité en termes de qualité, budget, délai, stress et autres? Si vous décidez d'effectuer des travaux superficiels ou mineurs, même avec un entrepreneur, y a-t-il des risques pour vous d'être poursuivi dans le futur? Si finalement vous songez à faire de votre propre gré une transformation, donc dans ce cas-ci, on sait déjà qu'on désire faire des travaux, mais on cherche davantage à savoir comment faire les travaux, obtenir une estimation des coûts, explorer différentes stratégies, options ou techniques plus efficaces,
connaître les implications légales, les précautions à prendre et avoir une autre opinion, quoique impartiale et subjective. En conclusion, la question « faut-il faire des travaux » amène une réponse souvent très subjective qui ne repose pas sur grand-chose. Réfléchissez à la crédibilité d'un rapport alarmiste qui mentionne qu'il faut absolument faire des travaux, sans proposer de solutions correctives ou même des pistes, ou bien qui sème la crainte en demandant de procéder à une inspection plus approfondie par un ingénieur ou un autre expert du bâtiment. Ceci en sachant que l'immeuble est habitable et stable depuis longtemps et qu'aucun changement n'a été effectué depuis longtemps, que le type de bâtiment n'est pas sujet à une activité réservée aux ingénieurs et la situation ou l'insuffisance d'informations ne se prête à aucun principe, concept ou notion d'ingénierie crédible et approfondie, qu'il n'y a pas moyen ou de budget afin de procéder à des ouvertures exploratoires dans les murs, planchers, plafonds, dans le sol ou de procéder à des échantillons pour analyse de laboratoire, la majorité des informations sont cachées, inconnues ou inaccessibles, que l'immeuble a été construit il y a longtemps de façon artisanale, sans aucun code de bâtiment en vigueur, aucune norme, aucune exigence municipale, même actuelle, contrat ou entente, loi ou règle de qualité ou de performance à laquelle se référer, qu'il n'y a aucune donnée de référence statistique officielle ou d'historique structurel qui permet de se prononcer objectivement sur la durée de vie, la qualité, la performance ou la durabilité d'anciens matériaux déjà sujets à des détériorations telles qu'une fondation en effritement, des fissures de fondation, des poutres ou colonnes usées, et que, en sachant que 5 experts peuvent avoir 5 opinions totalement différentes et très subjectives, allant d'un extrême à l'autre, que ce soit de rien faire et monitorer sans frais, à tout refaire avec des coûts importants. Dans un tel contexte, quel prétendu expert peut, d'une façon objective, impartiale et crédible, affirmer qu'il faut faire des travaux, lesquels et basés sur quels principes? Pendant ce temps, le propriétaire de l'immeuble n'est-il pas pris en otage et d'autres sont empêchés d'accéder à la propriété? Alors le client demandera « Oui, c'est bien beau tout cela, mais le rapport de l'inspecteur me conseille de consulter un expert. Que dois-je faire? Qui contacter? » Donc, la question « Faut-il faire des travaux » ne doit-elle pas être reformulée, à savoir « Si vous étiez à ma place, que feriez-vous d'une façon subjective et même si vous ne pouvez pas m'offrir de garantie? Comment gérer le risque et se protéger contre les vices cachés? Quelle stratégie de vente ou d'achat adopter en fonction du budget, des besoins, goûts, objectifs, de la qualité et de la garantie recherchée? N'est-ce pas plus judicieux de faire appel simplement à un expert conseil impartial d'expérience en construction à l'écoute de vos besoins afin d'obtenir un accompagnement permettant la réflexion, l'élaboration d'une stratégie de gestion de risque et d'être capable de discernement. Ceci a été ma présentation sur le thème de « Faut-il faire des travaux ?» Comme vous le voyez, cette vidéo ne vise pas à faire l'éloge et l'étalage de principes ou de concepts d'ingénierie, mais plutôt incite à la réflexion et au discernement afin de mieux prendre conscience de la pertinence et de la crédibilité de chercher un expert pour répondre à la fameuse question « Faut-il faire des travaux ?» Heureusement, l'honnêteté, le bon sens, le jugement et l'expérience ne sont pas réservés aux experts et ça ne s'apprend pas seulement à l'école. Récolter l'information et faire le point est primordial. Il sera toujours temps de vous mettre en contact au besoin avec des ingénieurs, technologues, architectes, entrepreneurs, laboratoires ou autres. Donc, n'hésitez pas à me contacter, non pas comme ingénieur avec mon équipe d'experts, mais plutôt premièrement comme conseiller immobilier
consultant en stratégie et gestion de risque dans une démarche de réflexion amenant au discernement. Que ce soit avant des travaux de construction, de rénovation, des projets de vente, d'achat ou de montage immobilier, ainsi que comme conciliateur, facilitateur, médiateur ou arbitre accrédité pour réduire, éviter ou dénouer des conflits de vices cachés ou autres en relation avec la construction et l'immobilier. Merci et à la prochaine.